On m'a demandé de parler des crimes contre l'humanité. Et donc d'abord, bonjour à ceux qui me regardent. Je vais vous parler de cette notion donc, de crime contre l'humanité, qui est une notion fondamentalement de droit international. Ce qui ne veut pas dire que parce que c'est du droit international, ça n'aurait pas d'implication en droit interne. Bien au contraire, le crime contre l'humanité est une incrimination de droit international, mais qui aujourd'hui a une résonance, des applications en droit interne. Alors je vais exposer successivement les sources de cette incrimination, sa définition, les modalités de la responsabilité pénale et les modalités de répression. Donc il y aura 4 parties à cet exposé. Première partie, donc je vais commencer par parler des sources du crime contre l'humanité. Où trouve-t-on, où pour la première fois voit-on apparaître cette notion de crime contre l'humanité ? Eh bien c'est assez simple, je pense que tout le monde le sait, ce sont dans les statuts des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo. Article 6, petit c, et article 5, petit c, du statut de ces deux tribunaux, la notion de crime étant évoquée, étant énoncée dans chacun de ces statuts de la même manière. On y reviendra au moment de la définition. Ce qui est important à noter, c'est qu'au fond, c'était, du moins dans l'esprit des rédacteurs du statut de tribunal militaire international de Nuremberg, lors de la conférence de Londres qui a eu lieu en juillet-août 1945, dans l'esprit de ces auteurs, de ces personnes qui avaient participé à cette conférence, eh bien, il était clair que le crime contre l'humanité était une notion qu'ils estimaient être tout à fait nouvelle. Et du coup, ils étaient très angoissés à l'idée que introduire ainsi pour le tribunal militaire international de Nuremberg une forme d'incrimination qui aurait pu avoir un caractère rétroactif, c'était quelque chose qui était pour eux totalement impensable. C'est ainsi que, quand on lit attentivement l'article 6 du statut de Nuremberg auquel je viens de faire allusion, l'article 6 petit a parle des crimes contre la paix, le 6 petit b parle des crimes de guerre, et l'article 6 petit c parle des crimes contre l'humanité, ceux dont je suis occupé à vous entretenir. Et pour les crimes contre l'humanité, on dit notamment que donc il y a toute une série d'incriminations de droit commun, je cite, l'assassinat, l'extermination, la réduction à l'esclavage, la déportation, etc. Tous faits qui ont été commis, et alors c'est ça qui est important, à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. En d'autres termes, le crime contre l'humanité ne pouvait être imputé à un des accusés nazis qui ont comparu devant le tribunal de Nuremberg que dans la mesure où cette personne ou cet accusé avait déjà été condamné pour un autre des crimes prévus au statut, soit crime contre la paix, soit crime de guerre. Alors c'est un peu surprenant, je dirais, de résoudre le problème fondamental pour tout pénaliste qui se respecte de la non-rétroactivité des lois pénales en invoquant au fond un lien de connexité. La connexité aurait pour effet en quelque sorte de pallier, de combler, de résoudre le problème de la non-rétroactivité des lois pénales. Si quelqu'un a été condamné pour crime contre la paix, c'est-à-dire le crime d'agression, ou pour crime de guerre, c'est-à-dire les violations graves des lois et coutumes de la guerre à l'époque, eh bien, petit bonus,
un prix discount, en quelque sorte, une petite prime, on pouvait également le condamner pour un crime contre l'humanité, si tant est qu'il avait commis des faits qui répondaient à la définition de l'article 6 petit c. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors c'est très curieux comme phénomène, cette manière pour les juristes de vouloir combler ce qui leur paraissait une hérésie que de prévoir un crime qui n'avait pas d'existence auparavant. Et en réalité, c'était la preuve flagrante que les diplomates qui s'étaient réunis lors de la conférence de Londres en juillet-août 1945, en fait, ne connaissaient pas leur histoire. Ils ne savaient pas qu'il y avait déjà des précédents. Et on aurait pu citer deux précédents. Il y a un premier précédent qui est tout simplement la deuxième convention de La Haye de 1899 et qui est devenue la quatrième convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre en cas de guerre sur terre. Et dans le préambule de cette convention, qui était donc une grande codification des lois et coutumes de la guerre, il y avait une disposition qu'on a appelée d'ailleurs du nom de celui qui l'a, non pas qu'il a créé, mais qu'il a évoqué, qu'il a lu au moment de la conférence de La Haye, disposition qui disait « En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre soit adopté, les belligérants restent sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des lois de l'humanité, j'insiste sur cette formule, des lois de l'humanité, et des exigences de la conscience publique. » C'est la fameuse clause de Martens. Clause de Martens que pendant longtemps on a cru qu'il fallait l'attribuer. D'ailleurs, ce que je raconte ici, c'est vraiment tout à fait anecdotique, hein, mais c'est amusant. Pendant très longtemps, on a cru que cette clause avait été rédigée par Frédéric de Martens à l'époque. Frédéric de Martens, qui était le jurisconsulte de la Russie, il était le jurisconsulte du tsar, et en réalité, de Martens n'était pas du tout l'auteur de cette clause. Cette fameuse clause, eh bien, c'était une clause belge. Hein, ici, on peut pousser un petit cocorico d'autosatisfaction, parce qu'en réalité, il y avait déjà eu en 1874 à Bruxelles une conférence qui avait pour objet justement la codification des lois et coutumes de la guerre, et certains États, notamment les petits États, dont le chef de file était la Belgique. Les petits États, c'était essentiellement la Belgique, oui, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg, qui ne voulaient pas qu'on ignore complètement la problématique d'une population qui se soulève en cas d'invasion de ce territoire. Les petits États sont fréquemment, et c'est le cas de la Belgique, sont fréquemment le champ de bataille des grandes puissances, et donc ils voulaient que l'on puisse trouver une forme de protection aux personnes qui seraient capturées, notamment aux membres de la population qui lutteraient contre l'envahisseur. Et on n'avait rien trouvé de très particulier à ce sujet dans la déclaration de Bruxelles, adoptée lors de ce premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre en 1874. Et la conférence ayant débouché sur une déclaration qui n'avait jamais été ratifiée par aucun État à cause justement de cette obstruction, de cette opposition manifeste d'un certain nombre d'États, notamment, je répète, les petits États. En 1897, la Russie, qui veut remettre en chantier une codification des lois et coutumes de la guerre, interpelle, par la voix de son représentant à Bruxelles, interpelle le ministère belge des Affaires étrangères en lui disant « Écoutez, hein, c'est à cause de vous que la déclaration de Bruxelles n'a eu aucun succès, on voudrait remettre cela. Alors, de grâce, proposez-nous une disposition
qui pourrait satisfaire tout le monde. Et c'est ainsi que un fonctionnaire des affaires étrangères, c'était le baron Lambermont, a rédigé une clause qui était celle que je citais il y a quelques instants et qui dit « En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre soit adopté, les belligérants restent sous l'empire des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. » Fin de citation. Et la Belgique n'a pas du tout essayé de faire passer cette clause pendant la conférence diplomatique de 1899 à La Haye, parce qu'elle se disait, nous, petite puissance, il y a peu de chances qu'on puisse faire passer ces dispositions, il veut mieux que ce soit la Russie qui le fasse. Et c'est ainsi que la Russie, par la voix de son représentant, Frédéric de Martens, a lu devant la conférence cette clause, qui est passée comme une lettre à la poste, et c'est ainsi que cette clause a toujours porté le nom de clause de Martens, qui, en dépit de son nom, n'avait rien de... Le jurisconsulte Frédéric de Martens n'était pas belge, hein, c'était en réalité un Estonien qui était au service du tsar. Mais il est passé comme ça pour la postérité, et c'est ainsi que c'était tout récemment seulement, c'est très très récemment qu'en faisant des recherches dans les archives du ministère des Affaires étrangères, un chercheur du Centre de droit international a trouvé qu'en effet, cette clause n'était pas du tout de la main de Frédéric de Martens, mais de la main d'un fonctionnaire belge qui était le baron Lambermont. Il faudrait donc plutôt parler de clause Lambermont-Martens. Voilà, mais ça c'est vraiment quelque chose de purement anecdotique que je raconte ici. Ce n'est pas ça l'important. Ce qui est surtout important, c'est que, voyez-vous, dans cette clause, on parle du fait que les belligérants restent sous l'empire des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Et ça, c'est très important, parce que cette référence aux lois de l'humanité, cette référence aux exigences de la conscience publique, permettait au fond, ouvrait la porte à toutes sortes de développements du droit qui permettaient de dire, ben oui, il est évident que massacrer des personnes sans défense, par exemple, c'est évidemment une violation des lois de l'humanité, c'est une violation des exigences de la conscience publique. Ce n'est pas la peine d'avoir fait de longues années de droit pour savoir que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, que c'est quelque chose qui est manifestement interdit. Alors vous me direz, oui, très bien, mais tout cela, ce ne sont jamais que des mots et ce n'est pas une incrimination de droit pénal. Sauf que on pourrait parfaitement considérer qu'en réalité, ces faits sont tellement graves qu'il est évident qu'ils peuvent donner naissance à une incrimination de droit pénal. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le 24 mai 1915, donc quelques années plus tard, 16 années plus tard, lorsque la France, le Royaume-Uni et la Russie, dans une déclaration commune, dans une déclaration tripartite, disent que ce qui est fait par l'Empire ottoman à l'égard des Arméniens, de ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide arménien, à l'époque les massacres massifs des populations arméniennes, eh bien, dans ces déclarations tripartites, la France, le Royaume-Uni et la Russie parlent, et je cite, de crimes contre l'humanité et la civilisation, à propos des massacres d'Arméniens imputables au gouvernement ottoman, et ils disent que ces crimes contre l'humanité et la civilisation, je ferme les guillemets ici, crimes contre l'humanité et la civilisation, sont des faits qui sont imputables au gouvernement ottoman, et les trois puissances déclarent que tous les membres du gouvernement ottoman devront répondre de ces crimes. Alors ces déclarations n'ont pas vraiment eu de suite, parce qu'il
il était prévu dans le traité de paix conclu avec la Turquie en 1921 que les auteurs des massacres commis par la Turquie devraient être poursuivis, jugés et condamnés. Et puis en réalité, ce traité n'est jamais entré en vigueur. Ce traité n'est jamais entré en vigueur. Il a été remplacé par le traité de Lausanne de 1923 parce que la Turquie était farouchement opposée à l'adoption de ce traité, dès lors que ce traité, outre le fait qu'il prévoyait la répression des crimes commis à l'époque de l'Empire ottoman, mais en plus et surtout, dans ce traité, on prévoyait la création du Kurdistan, ce qui était évidemment inacceptable pour la Turquie. Vous le voyez aujourd'hui avec les actions armées que mène régulièrement la Turquie contre les Kurdes, notamment les Kurdes qui se trouvent sur le territoire turc, mais aussi d'ailleurs sur les territoires voisins comme ceux de l'Irak ou de la Syrie. Et donc, tout ça fait que finalement le traité de Sèvres est passé aux oubliés de l'histoire, mais peu importe, parce que s'il était remplacé par le traité de Lausanne de 1923, qui lui ne parle plus de la répression des massacres commis dans l'Empire ottoman, s'il ne parle plus de la création d'un Kurdistan, il n'en demeure pas moins que le traité de Sèvres est un précédent qui s'ajoutait à la déclaration tripartite de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, et qui s'ajoutait également à la clause de Martens, la clause Lambermont-Martens, à laquelle je faisais allusion il y a quelques minutes. Si bien que on pouvait dire qu'en 1945, au moment de la conférence de Londres où l'on adopte le statut de Nuremberg, on aurait parfaitement pu dire que les crimes contre l'humanité étaient déjà un crime de droit international reconnu dans la coutume internationale sur la base des trois précédents que je viens de citer, à savoir, je répète, la clause Lambermont-Martens, la déclaration tripartite de 1915 et le traité de Sèvres de 1921, même si celui-ci n'était jamais entré en vigueur. On pouvait dire qu'il y avait déjà, dans l'esprit des États de l'époque, l'idée que les massacres qui avaient été commis par l'Allemagne nazie, les massacres notamment de juifs, de tziganes, d'homosexuels, et bien que ces massacres étaient déjà des crimes contre l'humanité qui existaient coutumièrement dans le droit pénal international. Enfin voilà, on a compensé, si vous voulez, ce qu'on estimait être une forme de rétroactivité des lois pénales par ce recours à la connexité, à partir du moment où les crimes étaient commis à la suite soit d'un crime contre la paix, le crime d'agression, soit d'un crime de guerre, les violations graves du droit des conflits armés, eh bien, si la personne en question, si l'accusé avait commis des faits qui correspondaient à la définition que l'on trouve dans l'article 6 petit c, je vais en parler dans quelques instants, eh bien, c'était également un crime contre l'humanité qu'on pouvait imputer à cet accusé. Remarquez que le tribunal lui-même n'a pas du tout été, je dirais, très rigoureux dans cette limitation des crimes contre l'humanité qui ne pouvait être prononcé à l'encontre d'un accusé que s'il était connexe à un crime contre la paix ou à un crime de guerre, puisqu'il y a deux accusés qui ont été condamnés uniquement pour crimes contre l'humanité. C'était Streicher et von Schirach, deux hauts responsables nazis qui avaient participé au massacre des Juifs ou à leur déportation, notamment en Hongrie. Donc tout ceci pour vous dire que le crime contre l'humanité, en tout cas, a une forme déjà ancienne, que l'on trouve donc dans le statut du tribunal militaire international de Nuremberg. Ce sera répété
dans le tribunal militaire international de Tokyo, et on va le retrouver dans d'autres textes. Ce qui me conduit d'ailleurs ici à faire une parenthèse très importante. Tout ce que je vous dis ici, je ne le tire pas simplement de mon chapeau, hein, c'est quand même dans les textes que je trouve tout ça. Hein, et donc, il est quand même fondamental que pour parler de crimes de droit international, qu'il s'agisse de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression, peu importe, on ne peut jamais en parler qu'à partir du moment où on possède les outils nécessaires pour pouvoir les présenter. Et donc, il y a des codes, il existe des codes, notamment de droit pénal international. C'est le cas ici. Moi, j'utilise un code de droit international pénal. Il y a aussi des codes de droit international public, des codes de droit des conflits armés, que j'ai d'ailleurs rédigé avec des collègues qui m'ont précédé, notamment le professeur Vaios Koutroulis et l'avocat général Damien van der Merch. Hein, eh bien, il faut que vous ayez, il faut que vous qui me regardez, vous disposiez de ces codes pour pouvoir avoir des textes qui vous permettent d'asseoir les démonstrations juridiques que vous voudrez faire. Il faut bien se rendre compte que travailler sans texte, c'est comme si on demandait à un mécanicien automobile de démonter un moteur sans tournevis, sans pince multicran, hein, sans clé de différents formats. Hein, c'est absolument impossible. Il aurait beau savoir parfaitement comment le moteur fonctionne, hein, il n'en demeure pas moins qu'il serait incapable de faire quoi que ce soit sur une voiture s'il ne possède pas ces outils. Eh bien, pour le juriste, c'est la même chose. Il faut des outils de ce genre pour pouvoir travailler sérieusement. Alors, le crime contre l'humanité ne se trouve pas seulement dans les statuts des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Vous le retrouvez aujourd'hui dans d'autres textes. Et alors, si je suis l'ordre chronologique, on les a d'abord retrouvés dans le statut de la plupart des juridictions pénales internationales, notamment le statut du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1993, le statut du tribunal pénal international pour le Rwanda, adopté en 1994. Cette notion, ce crime contre l'humanité, cette incrimination se retrouve ensuite dans un texte très important qui est le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, adopté par la Commission du droit international en 1996. Alors, ce texte peut vous sembler un peu secondaire, un peu accessoire, parce qu'il se trouve, d'abord, c'est un projet, simplement, qui a été adopté par la Commission du droit international. Deux mots sur cette commission. Hein, cette commission est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est-à-dire un organe qui a été créé par l'organe principal des Nations unies que constitue l'Assemblée générale avec 5 autres organes. Il y a 5 autres organes qui sont réputés être des organes principaux. Il y a bien sûr l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, vous le savez tous, la Cour internationale de justice, le Conseil économique et social, le secrétaire général et le Conseil de tutelle qui, lui, aujourd'hui, a disparu. Enfin, voilà. Ces organes principaux peuvent créer des organes qu'on appelle subsidiaires parce qu'ils sont créés par un organe principal. Et c'est le cas de la Commission du droit international. Pourquoi est-ce que j'insiste lourdement sur cet organe? C'est pour vous dire que même si les textes qu'il crée, les textes qu'il adopte, ne sont souvent que des projets d'articles, en réalité, ces projets d'articles, on pourrait dire que juridiquement, c'est parole d'évangile. Il faut savoir que la Commission du droit international, qu'est-ce que c'est? C'est donc, comme je vous l'ai dit, un organe créé par l'Assemblée générale des Nations unies qui est composé essentiellement d'experts en droit international. Ces experts sont souvent des gens qui sont délégués par leur état d'origine. Ce sont généralement de hauts fonctionnaires, des jurisconsultes qui font partie du ministère des Affaires étrangères de leur état d'origine. Et ce qu'ils disent, c'est beaucoup plus que de la simple doctrine, comme, je dirais, vous et moi. Hein, c'est en réalité des textes
qui représentent très fortement l'opinion de l'État dont ils ont la nationalité. Théoriquement, ce sont des experts tout à fait indépendants, mais en réalité, on sait bien que ces experts, c'est finalement la voix de son maître. C'est his master's voice, c'était rien d'autre. Et donc c'est la raison pour laquelle ce qu'ils disent est tellement important, parce que à travers eux s'exprime en arrière-plan, en arrière-fond, leur état d'origine. Or, le droit international, il n'est pas fait par des particuliers, il n'est pas fait par la doctrine, il est fait par les États. Et donc ce que dit la Commission du droit international est extrêmement important. Et dans le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, j'en reparlerai d'ailleurs encore au cours de cet exposé, eh bien vous avez là aussi une définition du crime contre l'humanité, que je vais exposer dans quelques instants. Et c'est un texte qui est très important et qu'on retrouve aussi dans les codes de droit international pénal. Et alors, enfin, il y a surtout, et aujourd'hui, le texte qui, à mes yeux, est le plus important pour définir comme source du crime contre l'humanité, c'est le statut de la Cour pénale internationale, l'article 7 du statut sur lequel je vais parler plus longuement dans un instant. Mais voilà, donc tout cela, c'est donc un ensemble des textes qui nous sont des sources du droit pénal international qu'il est important évidemment de consulter, de lire pour retrouver exactement le contenu des différentes incriminations qui y sont exposées. Voilà ce que je voulais dire. Oui, une dernière petite chose à propos de la Commission du droit international, sur laquelle j'insistais beaucoup, c'est que la Commission, qui au fond, à proprement parler, je vous ai dit, ce sont des experts qui sont nommés en tant qu'experts ou réputés tels, mais en réalité, je répète, ce sont en fait des fonctionnaires internationaux, mais ils ne parlent pas comme représentants de leur État, officiellement. Officieusement, c'est le cas, mais pas officiellement. Et ce n'est donc que de la doctrine, en réalité, mais une doctrine qui a un poids particulier pour la raison que je vous ai expliquée, parce que cette doctrine, c'est au fond la voix de son maître, la voix de l'État dont ces personnes ont la nationalité. Et il faut savoir, pour vous montrer l'importance de cette doctrine, que la Cour internationale de justice, la seule doctrine qu'elle consent à citer, c'est la Commission du droit international. Jamais vous ne verrez la Cour dans un de ses arrêts ou de ses avis consultatifs, jamais on ne verra la Cour citer une personne en particulier. Éventuellement, une personne sera citée par un des juges dont une opinion écrite individuelle ou dissidente, mais pas du tout dans l'arrêt lui-même. L'arrêt lui-même ne cite la seule doctrine que la Cour consent à citer, c'est celle de la Commission du droit international. C'est donc dire toute l'importance de cette source de droit pénal international qu'est le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, qui est d'ailleurs passé en 1996 sans aucun problème. Personne ne s'y est opposé. À l'époque, le Congo, qui faisait partie de l'Assemblée générale, qui a approuvé en quelque sorte ce projet, qu'il a entériné, plutôt qu'il en a pris acte, plus précisément, et l'Assemblée générale des Nations unies a pris acte de ce projet et personne n'a contesté les termes de ce projet. C'est la raison pour laquelle j'estime que c'est une source également très importante. Voilà ce que je voulais vous dire sur sur les sources des crimes contre l'humanité. J'aborde maintenant le deuxième point de cet exposé, c'est la définition. Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité ? Eh bien, pour définir un crime contre l'humanité, il faut constater qu'il est composé de 3 éléments. Il y a un élément matériel, un élément contextuel et un élément intentionnel. L'élément matériel, eh bien, c'est ce que les anglo-saxons appellent l'actus reus. Assez curieusement, les anglo-saxons utilisent une formule latine. Si vous voulez, c'est l'acte proprement dit. C'est le fait lui-même qui est un fait criminel. Et si on prend le texte justement de l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale, eh bien vous voyez qu'il y a toute une série, dans le paragraphe 1, il y a toute une série de faits
qui sont énoncés comme tels, je les lis: le meurtre, l'extermination, la réduction à l'esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou toute forme de privation de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, la persécution, la disparition forcée de personnes, le crime d'apartheid et d'autres actes inhumains de caractère analogue comme causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale des victimes. Donc vous voyez que, en réalité, si on veut résumer en une formule cette notion de violation grave, si on veut résumer en une formule les éléments matériels du crime contre l'humanité, ce sont les violations graves et répétées, violations multiples, des droits et libertés les plus fondamentaux. Meurtre, torture, viol, esclavage, etc. Ça, c'est l'élément matériel. Il y a alors un élément contextuel qui, lui, est vraiment spécifique au crime contre l'humanité, c'est que ce crime doit avoir été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile dans la poursuite de la politique d'un État. Et au fond, cette notion, ce que je viens de vous dire ici, ça reflète parfaitement bien l'idée qui se trouvait à l'origine des crimes contre l'humanité. Je ne parle plus ici maintenant de la clause de Martens, la clause Lambermont-Martens, ou de la... oui, c'est déjà en filigrane dans la déclaration tripartite de 1915, ou dans le traité de Sèvres de 1921. Mais si on pense au génocide commis par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est évident que ce n'est pas des faits qui étaient commis par quelques particuliers, non, c'était un fait qui était évidemment décidé politiquement au plus haut niveau du gouvernement allemand à cette époque. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve ici dans la définition de l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale. Je me permets de citer abondamment ces dispositions. Le Congo, la RDC, est partie au statut de la Cour pénale, donc cela lui est opposable conventionnellement, la RDC est un État parti au statut de la Cour pénale internationale, mais c'est plus que cela. En réalité, l'article 7 est réputé être l'expression de la coutume internationale. Et donc c'est un texte qui peut même lier des États qui ne sont pas partis actuellement au statut de la Cour pénale internationale. Vous savez qu'il y a aujourd'hui 123 États qui sont partis au statut de la Cour pénale internationale. Ils étaient 124 il y a peu, mais le Burundi a quitté, s'est retiré du statut. Eh bien, il y a 193 États qui sont membres des Nations Unies. Ça veut donc dire que les 2/3 de la communauté internationale sont liés conventionnellement par le statut de la Cour pénale internationale. Il reste 1/3 qui n'est pas lié, notamment les grandes puissances, entre autres la Russie, la Chine, ne sont pas liés par le statut de la Cour pénale internationale. Il y a beaucoup de très grands États, l'Inde, le Pakistan, les États qui sont l'Indonésie, les États qui sont notamment impliqués dans des conflits armés, comme sans trop d'étalement Israël, par exemple, n'est pas non plus parti à ce statut. Mais il n'en demeure pas moins que dès lors que le droit matériel figurant dans le statut fait partie de la coutume internationale, on peut considérer que ce droit est également applicable à des États non partis au statut. C'est d'ailleurs que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie qui, dans un jugement, a reconnu le caractère coutumier des dispositions de droit matériel du statut de la Cour pénale internationale, donc ici en l'occurrence notamment l'article 7. Alors, je disais donc
que l'élément contextuel, c'est le fait que le crime doit avoir été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation. Quand on dit ou d'une organisation, ça vise des éléments, des acteurs non étatiques, par exemple un mouvement rebelle, un mouvement insurgé, un mouvement insurrectionnel, qui n'est pas encore un État. Mais le fait, lui aussi, de commettre un des crimes visés dans cette définition, les violations graves et répétées des droits et libertés fondamentaux, eh bien, cela remplit parfaitement l'élément contextuel si ces faits ont été commis dans ce cadre d'attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Maintenant, il faut que je définisse ce qu'on entend par attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et là, il est important de noter que cet élément, c'est notamment donc le fait que c'est dans le cadre d'une politique, c'est l'article 7 qui le prévoit lui-même. Et alors vous avez, et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir, qui est extrêmement important, c'est que les faits visés dans les articles 6 à 8 bis du statut de la Cour pénale internationale, donc il y a 4 grands crimes, le crime d'agression, le crime de guerre, le crime contre la paix, le génocide, et ces 4 crimes ont donné lieu à des explications qui d'ailleurs sont totalement inutiles parce que c'est une simple paraphrase de ce que vous retrouvez dans les articles 6 à 8 bis du statut de la Cour pénale internationale, sauf justement pour les crimes contre l'humanité. C'est là que vraiment les éléments constitutifs des crimes prennent une importance réelle pour définir exactement ce qu'on entend par crime contre l'humanité. Alors, par notamment attaque lancée contre une population civile, et je lis ici le paragraphe 3 de l'introduction des éléments constitutifs des crimes, donc là, c'est une espèce de développement explicatif sur ce que sont exactement les crimes visés dans les articles 6 à 8 bis du statut de la Cour pénale internationale. Et on nous dit, dans l'introduction relative à l'explication de l'article 7, je lis, par attaque lancée contre une population civile, on entend dans l'élément de contexte, j'ai dit c'est des contextuels, on entend dans l'élément de contexte le comportement qui consiste en la commission multiple. C'est pour ça que je disais violation répétée, violation multiple. Le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 de l'article 7, le meurtre, le viol, la torture, etc., tout ce que je vous ai énuméré. Donc, acte commis à l'encontre d'une population civile, quelle qu'elle soit, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Et alors, le deuxième point très important, donc d'abord, premier point, c'est donc le caractère multiple, le caractère répété, ce n'est pas l'acte isolé qui peut constituer un crime contre l'humanité, c'est le fait qu'il doit se situer dans un ensemble d'actes qui, eux, sont répétés. Une personne peut être poursuivie pour crime contre l'humanité pour un seul acte, mais à condition que cet acte ait été commis lui-même dans le cadre d'autres actes qui ont été commis au nom de l'État que cette personne représente ou au nom du groupe non étatique dont cette personne fait partie. Donc un acte isolé peut néanmoins être un crime contre l'humanité s'il s'inscrit dans un contexte d'actes répétés, d'actes multiples. Et alors, le deuxième élément très important du crime contre l'humanité, c'est cette notion d'attaque. Il faut bien se rendre compte qu'ici, le mot attaque ne doit pas être pris
dans son sens militaire. Ce n'est pas une offensive au sens classique du terme. Et c'est ce que nous dit toujours les éléments constitutifs du crime contre l'humanité. Je cite, « Les actes ne doivent pas nécessairement constituer une attaque militaire. » Et on ajoute à la fin de ce texte, « Il est entendu que pour qu'il y ait politique ayant pour but une telle attaque, il faut que l'État ou l'organisation favorise ou encourage activement une telle attaque contre une population civile. » Et ceci, donc, l'élément très important qu'il faut retenir ici, c'est que si l'attaque n'est pas une attaque militaire au sens classique du terme, elle peut consister en un ensemble, je répète, cet ensemble de violations graves des droits et libertés fondamentaux des victimes du crime, et que par exemple, il y a des jugements qui vont en ce sens devant le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, où on a dit que des arrestations arbitraires répétées, eh bien, ça c'est une attaque contre une population civile. Les victimes de ces attaques sont une population civile, et le fait qu'il y ait répétition de ces détentions, de ces arrestations arbitraires, eh bien, ça rentre dans la notion de crime contre l'humanité. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'élément contextuel. Donc, attaque généralisée ou systématique contre une population civile, c'est-à-dire des actes commis de manière multiple dans le cadre d'une politique dirigée contre une population civile. Et ce n'est pas une attaque militaire au sens traditionnel du terme. Troisième élément constitutif, c'est l'élément intentionnel. Alors là, je ne vous apprends rien. L'élément intentionnel, c'est l'élément moral de l'infraction. C'est le dol classique. Avec cependant un point sur lequel que je voudrais ajouter, c'est le dol spécial qu'il faut pour un des crimes, un des faits matériels du crime contre l'humanité. Vous vous rappellerez que parmi les faits que j'ai cités, il y a notamment la persécution. Et qu'est-ce que c'est qu'une persécution? Eh bien, si je reprends l'article 7, paragraphe 1, petit h, c'est la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable, persécution commise pour des motifs d'ordre, et ça c'est, je dirais, l'élément moral de l'infraction spécifique à la persécution. Donc ces persécutions commises pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour. Autrement dit, commettre des crimes, commettre des meurtres, arrêter arbitrairement des gens, les détenir sans jugement, les déporter, eh bien, ce sont des faits qui, à partir du moment où ils sont commis en vue de satisfaire des motifs politiques, nationaux, ethniques, culturels, religieux ou sexistes, eh bien, ce sont des persécutions également. Et là, voyez-vous, il faut un double dol, si vous voulez. Il y a l'élément intentionnel. Il ne faut pas commettre ce fait par hasard, par erreur, évidemment, ça n'a aucun sens. Mais en plus, il faut avoir cette intention d'attaquer la victime du groupe pour des raisons d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. Alors, dernier élément de la définition que je voudrais exposer, c'est quelle est la différence finalement entre le crime contre l'humanité et le génocide. Eh bien, la grande différence, c'est que le génocide est un fait qui suppose la destruction d'une population, c'est la volonté de détruire une population
en tout ou en partie substantielle, donc de manière substantielle, de manière importante, pas nécessairement toute la population, mais une partie substantielle de la population, en raison de son appartenance ethnique, raciale, nationale ou religieuse. Et je m'arrête ici. Il faut donc nécessairement que le génocide présente deux particularités que ne présente pas nécessairement le crime contre l'humanité. C'est que d'abord, premier élément, il recherche l'anéantissement de personnes, et pas simplement des violations graves de leurs droits et libertés fondamentaux. Des arrestations, ce n'est pas l'anéantissement. Une déportation de ces personnes, ce n'est pas un anéantissement. Donc il faut la destruction, la volonté de tuer ces personnes, de les massacrer. Et ça doit être fait pour un des 4 motifs que je viens de citer, motifs ethniques, racial, ethniques ou religieux. Donc par exemple, on parle souvent du génocide cambodgien à propos des massacres commis par les Khmers rouges entre 1971 et 1975 au Cambodge. Ce n'est pas un génocide au sens juridique du terme. C'est un crime contre l'humanité, incontestablement, mais ce n'est pas un génocide parce que ces personnes n'ont pas été tuées pour des raisons, la plupart d'entre elles n'ont pas été tuées pour des raisons ethniques, raciales, religieuses ou nationales, mais simplement pour des raisons politiques. Et le critère politique n'entre pas dans la définition du génocide. On l'avait proposé en 1948, lors des travaux préparatoires de la Convention, mais ça n'a pas été retenu, et c'est la raison pour laquelle le génocide est, si vous voulez, un crime contre l'humanité, mais de manière beaucoup plus étroite. En d'autres termes, tout génocide est nécessairement un crime contre l'humanité, mais inversement, tout crime contre l'humanité n'est pas nécessairement un crime de génocide. Voilà ce que je voulais vous dire sur la définition, qui comporte donc la définition du crime contre l'humanité. Je répète, il y a un triple élément, l'élément matériel, le fait lui-même, le fait de tuer, de violer, de torturer, un élément contextuel, il faut le faire dans le cadre d'actes multiples commis dans le cadre d'une politique générale d'attaque contre une population civile, donc des violations graves et multiples des droits et libertés fondamentaux de cette population. Et enfin, il faut l'élément intentionnel, bien sûr le dol classique, plus si c'est une persécution, il faut aussi cet élément de volonté de poursuivre ces personnes, de faire commettre toutes ces horreurs, toutes ces abominations que j'ai citées, donc meurtre, torture, viol, etc., pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. Je voudrais aborder maintenant le 3e point de cet exposé, qui sont les modalités de la responsabilité pénale. Alors, ici, de nouveau, là, si je m'adresse à des juristes, je ne vais rien leur apprendre en leur disant, bien sûr, qu'il y a la responsabilité pénale de l'auteur direct du fait, celui qui a commis ces atrocités, mais il faut y ajouter aussi, bien sûr, la responsabilité de ceux qui ont contribué au crime, à savoir les complices, de toutes sortes de manières différentes, que ce soit qu'ils aient apporté une aide matérielle, qu'ils aient apporté les armes, qu'ils aient transporté les auteurs directs du crime. Il y a aussi alors quelque chose qui est très spécifique aux hypothèses où les crimes sont commis dans le cadre d'opérations armées, d'opérations militaires, c'est la responsabilité du supérieur. Le supérieur hiérarchique voit sa responsabilité engagée, et ça, vous en trouvez le détail de cette responsabilité à l'article 25 et 28. L'article 28 parle de la responsabilité des chefs militaires et des autres supérieurs hiérarchiques, où l'on dit en substance qu'un chef militaire ou une personne qui fait fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes qui font partie du statut de la Cour pénale, c'est-à-dire crimes d'agression, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, lorsque
ce chef militaire ou cette personne qui n'est pas nécessairement un chef militaire savait ou en raison des circonstances aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes. Alors, on a écrit des pages et des pages sur cette notion de connaissance et sur cette obligation d'information du chef militaire. Il y a également la jurisprudence, il y a beaucoup de jurisprudence à ce sujet, que je n'ai pas le temps d'exposer ici. On trouve tout cela dans des bons ouvrages de droit pénal international. Mais il y a là des choses qu'il faut bien sûr examiner en profondeur. Moi, je me borne simplement à montrer que, effectivement, cette forme de responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, même s'il n'a pas mis, je dirais, la main à la pâte, si je peux m'exprimer ainsi, non, il ne reste pas moins responsable pénalement dès lors qu'il n'a pas empêché ces faits, dès lors qu'il savait que ces faits étaient commis, ou qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir. S'il n'a pas prévenu ces faits, eh bien, il peut être tenu pour responsable de ses comportements s'il s'avère que pendant qu'il était le chef, le supérieur hiérarchique des personnes qui ont commis ces faits, il n'a rien fait pour les empêcher. Et on peut même ajouter encore que la jurisprudence, là, il y a des jurisprudences contradictoires, c'est que si quelqu'un devient le supérieur hiérarchique d'un groupe qui a commis de tels faits, alors qu'il n'était pas leur commandant, qu'il n'était pas leur chef au moment où ces faits ont été commis, on peut considérer qu'il porte une responsabilité pénale s'il ne prend pas des mesures pour réprimer ces faits. Mais je me presse de dire que c'est discuté. C'est discuté, la jurisprudence va dans les deux sens. Certains arrêts disent qu'il y a responsabilité pénale de ce chef, une sorte de responsabilité a posteriori, et puis il y en a d'autres qui disent au contraire, non, pas du tout. Là, il n'était pas présent au moment des faits, eh bien, il ne peut pas être tenu pour responsable de ces faits. Ce sont uniquement les chefs qui étaient présents, qui étaient les supérieurs hiérarchiques au moment où les faits ont été commis, ce sont eux qui doivent en répondre sur le plan pénal. Enfin, après la responsabilité de l'auteur direct, responsabilité des complices, responsabilité des supérieurs, il y a une quatrième forme de responsabilité qui est celle des participants indirects qui ne sont ni des complices ni des auteurs directs, bien sûr, qui sont ni des complices ni des supérieurs. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise criminelle commune, ou ce qu'on appelle aussi parfois le dessein criminel commun. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est l'hypothèse où des personnes qui possédaient une autorité importante dans le groupe qui a supervisé, qui a favorisé les crimes en question, où ces personnes pourraient être tenues pour responsables de ces faits, alors qu'ils n'ont absolument pas tenu une arme, qu'ils n'ont pas crié aux auteurs directs de ces faits « tuez-les, violez-les, torturez-les », il n'a rien fait de ce genre, mais simplement il avait une position qui n'était pas une position de supérieur hiérarchique direct, mais il possédait une forme d'autorité politique ou administrative telle que finalement il était à ce point proche de ceux qui ont décidé de ces faits qu'il peut en être tenu pour responsable pénalement. Alors c'est une forme de responsabilité à laquelle j'ai déjà fait allusion tout à l'heure lorsque je vous parlais de la déclaration tripartite de la France, du Royaume-Uni et de la Russie à l'égard de l'Empire ottoman. Lorsque le Royaume-Uni, la Russie et la France disent qu'ils tiendront tous les membres du gouvernement ottoman pour responsables des massacres commis en Arménie au préjudice de la population arménienne, eh bien c'est déjà une manière d'imputer
aux membres du gouvernement ottoman une forme de responsabilité par l'entreprise criminelle commune. Donc l'entreprise criminelle commune, attention, ce n'est pas du tout une forme d'incrimination en soi. Cela ressemble un petit peu à ce qu'on connaît en droit pénal interne, à ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs, mais il y a une grande différence. C'est que l'association de malfaiteurs est une infraction en soi. Le simple fait de faire partie d'un groupe qui projette de commettre des infractions, qu'il a peut-être déjà commises, mais peut-être ne l'a pas encore commises et qu'il va aller en commettre, c'est déjà une infraction. Alors que l'entreprise criminelle commune, ce n'est pas une forme d'infraction, c'est une forme de mise en œuvre de la responsabilité pénale de ceux qui font partie de l'entreprise criminelle commune. Donc c'est assez différent. Par ailleurs, l'entreprise criminelle commune est une forme de responsabilité pénale qui n'existera qu'à partir du moment où ceux qui ont participé au crime, qu'à partir du moment où le crime en question, je m'exprime mal, à partir du moment où le crime en question a déjà été commis. Donc il faut que le fait ait été commis pour qu'on puisse ensuite parler d'entreprise criminelle commune. Et alors, il y a la jurisprudence, notamment la jurisprudence du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, a dégagé trois formes d'entreprise criminelle commune. La forme élémentaire, c'est celle où tous les auteurs ont la même intention criminelle. Par exemple, on projette de commettre un meurtre où tous les participants ont l'intention de tuer. Le meurtre a lieu ensuite. Tous les participants, bien sûr, pourront être poursuivis pénalement, même si aucun d'entre eux n'a, tiré, n'a porté l'arme qui a commis le meurtre. Il y a la forme systémique. Ça, c'est une forme plus large, qui est caractérisée par un système organisé de mauvais traitements, un système organisé de crimes, de faits entrant dans la définition du crime contre l'humanité. Exemple, les administrateurs d'un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, le simple comptable du camp, on peut le poursuivre pour sa participation à cette comptabilité par le biais de l'entreprise criminelle commune. Il n'est pas véritablement complice au sens pénal classique du terme, il n'a pas vraiment contribué très concrètement, très matériellement aux crimes commis dans le camp de concentration, mais en s'occupant de la gestion du camp, eh bien, par le biais de cette notion d'entreprise criminelle commune, on peut lui imputer une responsabilité. Et c'est d'ailleurs ce qui a eu lieu récemment. On a retrouvé le comptable du camp d'extermination d'Auschwitz. Il a été poursuivi à ce sujet en Allemagne, malgré son très grand âge. Et enfin, dernière forme d'entreprise criminelle commune, qui est celle qui est la plus large, qui d'ailleurs porte d'ailleurs significativement le nom de forme élargie. Elle est caractérisée par des crimes qui peuvent entraîner d'autres crimes. Par exemple, le nettoyage ethnique, qui est au fond une forme de déportation, une forme de déplacement forcé de population, qui est déjà en soi bien sûr un crime, qui pourra parfaitement entrer dans le cadre de la persécution, à laquelle je faisais allusion dans le cadre du crime contre l'humanité. Mais à partir du moment où ces déportations forcées, où ce nettoyage ethnique, où ces transferts illégaux de population aboutissent à des meurtres, à des viols, à des tortures, à des destructions de biens, eh bien ces faits pourront aussi être imputés par le biais de l'entreprise criminelle commune sous sa forme élargie aux personnes qui ont contribué à la décision, qui ont d'une manière ou d'une autre, je dirais, été des participants à la décision de commettre ce nettoyage ethnique. C'est en droit pénal ce qu'on appelle classiquement le dol éventuel. Voilà ce que je voulais vous dire sur les modalités de responsabilité pénale du crime contre l'humanité, responsabilité de l'auteur direct,
responsabilité des complices, responsabilité des supérieurs et responsabilité des participants. Sa dernière responsabilité est celle certainement que j'affectionne le plus parce qu'elle permet d'atteindre des gens qui pourraient se croire à l'abri de toute poursuite pénale parce qu'au fond, ils n'ont pas du tout participé au crime en question. Un exemple qui vous frappera certainement, prenez les membres du gouvernement intérimaire rwandais entre avril et juillet 1994, eh bien, on peut parfaitement considérer que tous les membres de ce gouvernement, je dis bien tous, pouvaient être poursuivis pour leur implication dans le génocide, alors quand bien même qu'ils n'étaient pas sur les barricades occupés à dire tuez les Tutsis, tuez-les, hein, qui n'ont pas apporté des armes, qui n'ont rien fait de ce genre, mais leur simple position au sein d'une autorité politique aussi importante qu'était le gouvernement intérimaire rwandais suffirait, par le truchement de l'entreprise criminelle commune, à les tenir pour responsables des atrocités et du génocide commis contre les Tutsis en avril-juillet 1994, ainsi que des massacres commis contre les Hutus modérés à l'époque. Voilà donc pourquoi j'estime que c'est une forme de responsabilité pénale qui est très très bonne parce qu'elle peut toucher des gens qui au fond n'ont pas du tout mis, je me répète ici, qui n'ont pas du tout mis la main à la pâte, hein, mais qui, en ne se désolidarisant pas, en restant membres de l'autorité générale, de l'autorité politique qui a participé, qui est à la base des crimes qui ont été commis, peuvent se voir imputer une responsabilité pénale pour les faits en question. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Je regrette d'ailleurs que le tribunal pénal pour le Rwanda a acquitté certains membres du gouvernement, je pense notamment au ministre de l'enseignement inférieur et moyen, Rwamakuba. Rwamakuba a été acquitté parce qu'il n'avait pas pu démontrer qu'il avait participé plus concrètement, plus matériellement aux crimes commis à l'époque de ce génocide. Eh bien, cet acquittement est un véritable scandale. C'est un véritable scandale parce qu'il est évident que Rwamakuba, en tant que ministre, faisait partie évidemment de l'entreprise criminelle commune que l'on pouvait imputer au gouvernement rwandais, au gouvernement intérimaire rwandais, à tous les membres de ce gouvernement intérimaire rwandais. J'aborde le dernier point de mon exposé, ce sont les modalités de répression. Eh bien, les crimes contre l'humanité sont des faits qui doivent être réprimés par tous les États, dès lors que l'auteur du crime se trouve sur leur territoire. C'est ce qu'on appelle la fameuse compétence universelle. Compétence universelle parce que c'est une compétence qui doit s'exercer, quelle que soit la nationalité de l'auteur du crime, quel que soit le lieu du crime, quelle que soit la nationalité des victimes. La seule exigence, la seule condition pour que cette répression doive être exercée, c'est donc une obligation à charge des États, la seule obligation, c'est que l'auteur du crime soit trouvé sur le territoire de l'État qui entame les poursuites. Même si cet État est tout à fait extérieur aux faits qui ont été commis. Mais ça n'a pas d'importance. C'est justement le propre de la responsabilité universelle, de la juridiction universelle, de la compétence universelle, c'est que tous les États peuvent connaître ce crime, même si le crime n'a pas été commis sur leur territoire, même s'il n'a pas été commis contre leurs ressortissants, même s'il n'a pas été commis par leurs nationaux. Il reste qu'à partir du moment, mais seulement à partir du moment, où l'auteur de ce crime, l'auteur présumé du crime, se trouve sur le territoire de cet État a l'obligation de poursuivre cet auteur. Et c'est une obligation qui est une obligation très importante. Aujourd'hui, quasiment toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui parlent de l'obligation de réprimer les crimes commis sur le territoire d'un État parlent d'obligation de lutte contre l'impunité. Vous avez plus d'une centaine de résolutions de ce genre. Or, il faut savoir que les décisions du Conseil de sécurité sont des décisions obligatoires qui s'imposent à tous les États membres des Nations Unies
en vertu de l'article 25 de la Charte qui dispose « Tous les États conviennent d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité ». Eh bien, les décisions du Conseil appelant à lutter contre l'impunité obligent nécessairement les États à participer à cette répression. C'est d'ailleurs quelque chose que vous retrouvez aussi d'ailleurs dans les considérants, les 4e ou 6e considérants du statut de la Cour pénale internationale, où l'on dit notamment, je lis, déterminé à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la répression, à la prévention de nouveaux crimes. Ce sont les États partis au statut de la Cour qui parlent. Hein. Donc ils disent déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux, et enfin, affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis, et que leur répression doit être effectivement assurée, par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. Donc, on voit bien là à quel point il s'agit d'une obligation de poursuite. Alors, est-ce que nous sommes ici en présence de l'application du fameux adage « aut dedere, aut judicare », qui veut dire ou bien on extrade, ou bien on poursuit. Si on n'extrade pas, on doit poursuivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande majorité des conventions de droit pénal international, c'est ce qu'elles prévoient. La première convention de ce type, qui énonçait cette obligation de aut dedere, aut judicare, ou bien extrader ou bien poursuivre, c'était la convention sur le faux monnayage, la convention de Genève de 1929. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on trouve cette expression de ou bien on extrade, et si on n'extrade pas, on doit poursuivre. Et ça a été repris ensuite, notamment en 1970, dans la convention de La Haye sur les actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, c'est-à-dire les détournements d'avions. Et quasiment toutes les autres conventions ont repris cette formule. Mais qui était une formule, attention, qui n'exigeait la répression des auteurs de l'infraction, ici en l'occurrence en 1970, un détournement d'avion, que dans la mesure où un État où était trouvé l'auteur présumé d'un détournement d'avion faisait l'objet de la part d'un autre État d'une demande d'extradition de cette personne et que l'État requis, l'État où était trouvé l'auteur présumé du détournement, n'extradait pas cette personne. Alors là, il y avait une obligation de poursuite. Donc c'était bel et bien ou bien extrader, ou bien poursuivre à défaut d'extradition. Mais s'il n'y avait pas de demande d'extradition, il n'y avait pas, juridiquement parlant, d'obligation. Il n'y a pas, parce que la règle est toujours valable, je ne sais pas pourquoi j'utilise l'imparfait, il n'y a pas d'obligation de poursuite de cette personne s'il n'y a pas une demande d'extradition. Et là, il y a une grande différence entre la plupart des infractions de droit pénal international où l'obligation de répression, autrement dit l'obligation d'exercice de la compétence universelle, n'existe qu'à partir du moment où il y a une demande d'extradition. Alors que pour les crimes contre l'humanité, comme d'ailleurs pour les crimes de guerre, ou même pour le crime de génocide, je n'ai pas le temps de m'expliquer sur la raison pour laquelle je dis même pour le crime de génocide. Enfin, considérons que pour les grands crimes, les grandes triades des crimes de ce que j'appelle, sous une formule globale, les crimes de droit international humanitaire, les crimes de DIH, comme on dit dans notre jargon habituel, eh bien, l'obligation de répression n'est pas du tout conditionnée par une demande préalable d'extradition. Et c'est vrai non seulement pour le génocide, les crimes de guerre
les crimes contre l'humanité, mais aussi pour la torture. Pour la torture également, la Convention contre la torture de 1984 oblige les États à poursuivre les auteurs de ces crimes indépendamment de toute demande préalable d'extradition. Ce sont les travaux préparatoires de la Convention qui exposent très très bien cet élément d'obligation de poursuite. Eh bien, cette règle, on la retrouve d'ailleurs dans le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, à l'article 9 de ce projet. On dit très bien que, et je cite, « Tout État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'un crime est compétent pour le juger, quel que soit le lieu où le crime a été commis et quelle que soit la nationalité de l'auteur ou de la victime. Il suffit que l'intéressé soit physiquement présent sur le territoire de l'État de détention pour que celui-ci puisse exercer sa compétence. » Et dans le commentaire, fin de citation, et dans le commentaire de cette disposition, on dit bien que l'obligation de poursuite n'est nullement soumise, nullement subordonnée, nullement conditionnée à une demande préalable d'extradition de la part d'un État tiers. D'ailleurs, voilà ce qu'on dit. Je répète de nouveau, je prends ici la formule de la commentaire de l'article 9. En l'absence de demande d'extradition, l'État de détention n'aurait pas d'autre possibilité que de soumettre l'affaire à ses autorités nationales pour l'exercice de l'action pénale. Cette obligation supplétive, continue la Commission du droit international, cette obligation supplétive vise à garantir que les auteurs présumés seront poursuivis devant une juridiction compétente qui sera celle de l'État de détention, à défaut d'autres tribunaux nationaux ou internationaux. Fin de citation. Voilà donc, les éléments qui permettent de dire que dans les modalités de répression pour les crimes tels que les crimes contre l'humanité, et de manière plus générale les crimes de DIH, j'y ajoute les crimes de guerre et les crimes de génocide, ce n'est pas l'expression aut dedere, aut judicare que l'on devrait l'appliquer, que l'on devrait citer, ou bien extrader, ou à défaut poursuivre, c'est plutôt judicare vel dedere, en latin. Si vous voulez, juger, sinon éventuellement, pourquoi pas, extrader. Donc, si vous voulez, l'obligation de poursuite ou l'obligation d'extradition sont totalement indépendantes l'une de l'autre, et c'est quelque chose qui a au fond été très bien réaffirmé en 2012 par la Cour internationale de justice dans l'affaire Hissène Habré, qui est l'affaire qui avait été soumise à la Cour internationale de justice par la Belgique, qui avait attaqué le Sénégal devant la Cour, parce que le Sénégal, en dépit du fait que là, la Belgique avait demandé depuis le début des années 2000 l'extradition de Hissène Habré, l'ancien dictateur du Tchad, celui qu'on a appelé le Pinochet africain, auquel on reprochait des dizaines de milliers de victimes. Eh bien, Hissène Habré s'était réfugié en 1991 au Sénégal, où il vivait un exil doré près de Dakar, dans une luxueuse résidence, et en dépit des demandes répétées d'extradition introduites par la Belgique, le Sénégal faisait la sourde oreille. Alors à un moment, la Belgique en a eu assez, et elle a introduit une action devant la Cour internationale de justice contre le Sénégal pour inapplication de la Convention de 1984 contre le crime de génocide. Et la Cour, à l'unanimité de ses membres, a reconnu que le Sénégal était dans l'obligation de poursuivre Hissène Habré. S'il ne le poursuivait pas, alors il devait l'extrader vers un État qui le réclame. C'était le cas de la Belgique. Et vous savez qu'en l'occurrence, l'affaire s'est parfaitement résolue par la création finalement au sein du Sénégal des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises.
Je termine encore en vous disant une petite chose à propos des modalités de répression. C'est que non seulement donc c'est juger, obligation de jugement pour toute personne se trouvant sur le territoire de l'État et qui est présumée avoir commis un crime contre l'humanité, l'obligation de poursuite, sinon possibilité d'obligation d'extradition si un État le réclame. Et alors il n'y a ici aucune forme d'immunité de juridiction pénale qui peut jouer, quelle que soit la qualité de la personne au moment où les crimes ont été commis, eh bien, l'immunité de juridiction pénale ne pourra absolument pas jouer. Voilà l'exemple que je citais il y a un instant de Hissène Habré qui a été poursuivi devant les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises en est un parfait exemple. Et il y a eu d'autres exemples de poursuites pénales contre les personnes qui, au moment où le crime était commis, faisaient partie des plus hautes autorités de l'État et qui néanmoins n'ont pas pu bénéficier de l'immunité de juridiction dont elles bénéficiaient à l'époque. Et je pense ici notamment au cas de Pinochet, qui invoquait en Grande-Bretagne, lorsque l'Espagne réclamait son extradition, Pinochet invoquait son immunité de juridiction au moment où il était en poste, lorsque les multiples crimes qui lui étaient reprochés avaient été commis, et cette immunité de juridiction n'a pas été retenue par la Chambre des Lords, qui est donc la juridiction suprême au Royaume-Uni. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop indigeste et je vous remercie de votre attention.